Est-ce qu'on est prêt maintenant à vivre de grandes émotions? Moi, je suis tout à fait prêt. Marc, on en a parlé tantôt. Toi, tu as commencé super jeune, à l'âge de 3-4 ans à patiner, parce que ton frère patinait, donc tes parents t'ont aussi amené à l'aréna. Quand tu as commencé à 3 ans, est-ce que toi, tu as tout de suite aimé le patin ou toi, ce que tu aimais, c'est de te retrouver avec ton frère puis avec ta famille? Mes parents ont vraiment adoré le sport quand ils ont apporté mon frère là. Fait qu'eux sont devenus entraîneurs en plus. Donc, bon, à mon âge, plutôt que payer une gardienne, etc., bon, on est au Québec. D'apprendre à patiner, c'est jamais perdu. Donc, moi, ils m'ont apporté à l'aréna. J'ai suivi très rapidement. J'ai commencé avec des patins de hockey, évidemment, là, mais le patin de vitesse a été il y a 4 ans et demi. Ça s'est fait quand même très rapidement. Connaissant la passion que j'ai pour le sport, je pourrais dire, sans me tromper, d'après moi, que j'ai aimé le sport quand même rapidement. Là. Surtout qu'à ce moment-là, le bassin d'athlètes était un petit peu moins grand que maintenant. C'était pas un sport aussi connu. On parle quand même d'il y a 37 ans. Là. Donc, il y avait des compétitions provinciales beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes. Donc, j'ai commencé ces compétitions-là à l'âge de 6 ans. Oh, oui, hein? Fait que quand tu commences à faire des compétitions provinciales, il reste que c'est déjà un calibre difficile. D'après moi, la passion est venue quand même rapidement. Tu en as souvent parlé comme quoi c'était ton idole. Mais qu'est-ce qui t'inspirait chez ton frère? Parce que souvent, en bas âge, là, on aime nos frères, nos sœurs, mais il y a une petite compétition aussi qui s'installe. On s'entend pas toujours bien. Toi, qu'est-ce que tu admirais chez ton frère? Parce que tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui idolâtre beaucoup de gens non plus. Pourquoi ton frère? Avec 5 ans plus vieux, le côté compétitif jeune était moins là. C'était mon grand frère. On s'entendait relativement bien à l'extérieur du sport. Comme il était toujours un peu en avant de moi, puis mon frère a été un excellent patineur de vitesse, ce qui fait en sorte que à toutes les progressions d'âge, il était toujours en avant de moi, puis il était toujours bon, puis il réussissait toujours, puis il gagnait. Il s'est classé sur l'équipe nationale jeune, il a fait des championnats du monde. Il y avait l'aspect familial qui était là, fait que je voyais mon grand frère être si bon que ça dans un sport que moi j'aimais. Donc, je voulais le suivre, puis je voulais devenir comme lui parce qu'il était tellement bon. Au-delà de ça, c'est qu'il avait tellement un talent extraordinaire, puis il était inspirant à voir patiner. En tant que patineur de vitesse, je voulais reproduire ce que lui faisait, pas juste en termes de résultats, mais en termes de comment il le faisait sur la glace. Il était beau à voir. Puis bon, avec le côté familial qui s'entrecroisait là-dedans, ça a fait que c'est devenu mon idole, puis je voulais être comme lui. Est-ce que tu as souvenir du moment où tu t'es dit, parce qu'évidemment, tout se fait progressif là, quand tu découvres puis t'apprends à aimer un sport aussi. As-tu souvenir du moment où tu t'es dit, OK, mon objectif dans la vie va être de devenir le meilleur au monde, voire même aller aux Jeux olympiques? Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens précis que tu t'es dit, OK, là, ma décision est prise puis c'est là que je m'en vais? Là? En fait, oui. À l'âge de 10 ans, j'ai eu une maladie dans les genoux qui s'appelle la chondromalacie, qui fait que j'ai pris un recul immense en termes de performance sur la scène provinciale et canadienne. Puis à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai été 2 ans où ça allait vraiment pas bien. Je me suis remis en question souvent. C'est fou, 10 ans, 12 ans, Ouais. c'est quand même jeune, mais je me demandais si j'allais continuer à patiner. Puis j'ai eu des parents fantastiques à ce moment-là. J'ai été épaulé de A à Z, puis parler de ça était simple avec eux. C'était, on va suivre qu'est-ce que tu veux, mais il faut que tu comprennes que si un jour tu veux devenir le meilleur, parce que mon frère était tout près de l'équipe nationale, là, donc je l'idolâtrais déjà. Donc, le message était simple. Présentement, ça va pas bien, mais si tu veux te rendre où ton frère est un jour, il faut que tu continues de travailler super fort. Puis ton problème de genou, comment ça s'est réglé? Parce que là, tu me dis que ça a duré surtout sur une période de 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu devais être content. En fait, c'est que c'est un double problème dans la mesure où j'ai grandi rapidement, qui a causé ce problème-là. Donc, j'avais un problème d'équilibre et de ballon à aller rechercher sur la glace. Okay. Puis ensuite, le mal qui était la chondromalacie elle-même, ça passe jamais vraiment à 100 %. Mon Dieu, y a-tu un moment où tu t'es dit, mon Dieu, je ne pourrais pas atteindre mon rêve parce que justement, j'ai un rhume de genou? Avais-tu vraiment mal et beaucoup de douleur quand tu patinais? J'avais de la difficulté à me positionner en position de base. Bon, on sait, les patineurs de vitesse, on est à peu près penchés à 90 degrés. Là. C'était super difficile. J'étais obligé de patiner plus haut. Ça a été un moment d'adaptation très difficile, mais ça fait partie de la progression d'un athlète. Ils n'ont pas toujours des choses faciles, puis endurer, puis apprendre à combattre la douleur, ça fait partie de ce que tu dois apprendre si tu veux te rendre loin, parce que ce soit physique pour un mal comme ça ou que ce soit de te repousser en entraînement, la douleur, il faut que tu apprennes à l'apprivoiser, tu n'as pas le choix. Je veux qu'on parle de ton premier championnat du monde à 17 ans. Tu es arrivé premier, ton frère est arrivé deuxième. C'est sûr que tu es heureux, je comprends. En même temps, ton frère arrive deuxième. Comment est-ce que vous avez vécu cette émotion-là? Parce qu'en même temps, tu dis, pour la famille Gagnon, c'est extraordinaire d'avoir ses 2 fils sur le podium.
Mais ton frère, qui était 5 ans plus vieux, il a trouvé ça comment, lui, de se faire dépasser par son jeune frère qui court après depuis qu'il est jeune, là? J'y ai jamais vraiment posé la question. Justement, on l'a, il s'en vient. C'est pas- Je suis surpris, je pense qu'il travaille présentement à ma place. Merci, Sylvain, c'est super apprécié. Mais ça a fait un scénario quand même particulier parce que, bon, moi, mon but, c'était de le battre un jour. Puis là, j'étais très près, mais je m'attendais pas à le faire aussi rapidement. Je te dirais que la première réaction que j'ai eue, c'est de pleurer quand je suis sorti de la glace. Parce que j'ai trouvé ça tough, je me suis dit, fuck. Je viens de le battre puis de lui enlever son rêve. Il en revient. Toi, tu l'as vu comme s'il avait perdu son rêve. OK. Oui, parce qu'il était sur la scène internationale depuis déjà 3 ans. Son meilleur championnat du monde à ce moment-là était 11e ou 12e position. Aller jusqu'à la dernière course, on avait exactement le même nombre de points. Il n'y a personne au monde qui pouvait nous battre. C'était sûr que c'était moi ou lui le champion du monde. OK. Donc, la dernière course, c'était qui va finir en avant de l'autre va être champion du monde. Fait que pour moi, c'était déjà... Avant la course, c'était déjà clair dans ma tête, les frères vont finir 1 et 2. Fait que la joie de famille était déjà là. Par contre, après la course, j'ai enlevé son rêve. Fait que... On a été au moins 10 minutes à broyer comme deux innocents. Les deux, on pleurait parce que lui, il était déçu de ne pas avoir gagné, mais il était tellement fier que moi, j'ai gagné. Fait que, tu sais, j'étais content pour moi aussi, mais j'étais plus déçu pour mon frère. Mais bref, lui, c'était l'inverse. Il était déçu pour lui, mais il était tellement content pour moi aussi. Fait que ça a été particulier, mais quand on a appelé à la maison puis qu'on a dit à nos parents, ben, on a fini premier, deuxième au championnat du monde, ça a tout changé. Tu as senti comme toute la fierté de la famille arriver, là. Ben oui. Prends une pause, Marc. Il n'y a pas de... Gavi, ton moment qui... Vas-y, je suis un ancien athlète, je vais me contrôler vite. OK. Non, mais il faut les vivre. Mais c'est ça, en fait, le sport. Tu sais, des fois, on oublie, mais c'est des émotions dures que vous vivez parce qu'il y a beaucoup de dépassements. Puis en plus, tu avais une relation personnelle avec ton frère que tu idolâtrais, évidemment. Est-ce que lui, après, il a eu la chance de regagner un championnat du monde ou il n'a jamais touché à ce titre-là? Là? Non, puis en fait, notre vrai rêve ultime était de patiner aux Jeux olympiques ensemble. Oui. Malheureusement, en 1994, il a manqué son coup de très peu, donc on n'a pas patiné ensemble. Là. En 92, avant le championnat du monde en 93, lui était là, il a gagné une médaille d'argent. En 94, moi, j'étais toute seule. On s'est manqué de à peine rien. En termes athlétiques, je ne le cacherai pas, un championnat du monde est beaucoup plus difficile à gagner qu'une médaille aux Jeux olympiques, dans la mesure où d'un championnat du monde, tu dois être bon dans le 500 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres, le 3000 mètres. Aux Jeux olympiques, tu gagnes une médaille d'or aux 500 mètres, c'est fait. C'est que cette distance-là. Fait que pour nous, en termes athlétiques, d'avoir fini premier, deuxième au championnat du monde, il n'y a rien au monde qui allait battre ça, mais il reste que les Jeux olympiques, c'est la plus grosse compétition de tous les sportifs amateurs. On a manqué ce rendez-vous-là de pas grand-chose. Par contre, il a refait des championnats du monde par la suite. Mais non, il n'a jamais eu la chance de gagner un championnat du monde. C'est tout moi qui ai gagné après. Ben oui, mais arrête d'être aussi performant. Marc, voyons donc, c'est pas juste, là. Marc, à 17 ans, tu es devenu champion du monde pour la première fois. C'est un gros titre quand même pour cet âge-là. Est-ce que tu as réalisé l'impact puis le fait que tu étais pour devenir vraiment plus connu sur la scène sportive? Non, pas vraiment, parce que c'est évident qu'avant ce premier championnat du monde-là, je faisais pas particulièrement d'entrevues, etc. Il a fallu que je m'adapte aussi parce que faire des entrevues, c'était pas... pour un petit gars de 17 ans qui en avait jamais fait, c'était pas si évident que ça non plus. Non. À la base, je suis gêné. Fait que la minute où tout ça s'est parti, j'ai eu des grosses adaptations à faire. Parce qu'il y a un impact aussi quand on fait des entrevues. Tu sais, des fois, on dit pas nécessairement ce qu'on voulait ou on n'a pas utilisé le bon mot. Ça a-tu bien été quand même pour toi au début? Parce que tu as une grosse couverture, là. On t'a vu beaucoup, là. Je dis qu'est-ce que j'ai à dire. Je suis toujours sincère, je suis honnête. Je pense que c'est sûr que si on voit une entrevue à 17 ans maintenant, ça sera pas pareil. J'espère que tu vas être meilleur maintenant. Je serais bien déçue du contraire, là. Mais ça s'est bien passé quand même. J'ai pris une année sabbatique. Je pensais que j'avais fini le patin, que j'avais réalisé tout ce que je voulais. C'était en 98, en fait. J'avais déjà 4 championnats du monde de gagner. J'avais déjà 2 médailles olympiques. J'ai pensé que c'était terminé puis que c'était le temps de mettre fin à ma carrière. Puis à 22 ans, quand tu as décidé d'arrêter puis de retourner justement à Chicoutimi,
Avais-tu besoin de faire le vide, de repartir ailleurs, justement, de sortir de cette routine-là dans laquelle tu étais depuis plusieurs années? T'avais-tu ce besoin-là, justement, de sortir de la scène complètement puis de te retrouver toi comme personne, là? J'ai recommencé l'année au mois de septembre. J'ai patiné pendant 6 semaines, puis j'avais aucune motivation. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, mais je pense que j'ai fait le tour. J'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai 2 médailles olympiques, 4 championnats du monde. C'est le temps de m'en aller, puis de laisser la place aux autres, puis d'aller voir ailleurs qu'est-ce que je peux faire. En 6 ans, j'avais été dans les meilleurs au monde à toutes les Coupes du monde, tout le temps. À cet âge-là, là, c'est une pression qui est constante. Oui. À cet âge-là, je ne comprenais pas non plus comment éviter la pression extérieure. Donc, j'avais la pression de moi parce que je voulais performer pour moi, puis j'avais la pression de vouloir être bon puis que les gens soient fiers de moi aussi. Donc, tu doubles la pression à ce moment-là. Après 6 ans, j'étais juste saturé, j'étais plus capable d'en prendre, je voulais plus en prendre. Je l'ai constaté quand même rapidement. N'importe quel athlète qui arrête pendant un an, c'est un risque que lorsque tu vas revenir, ben tu vas avoir manqué le bateau parce qu'un an, c'est beaucoup. Ma tête est plus forte rendue en compétition que le physique. Le physique, je vais pouvoir le rattraper. Si ma tête ne suit pas, j'ai bien beau être fort autant que je veux, ça fonctionnera pas. Donc, j'ai eu une tête de cochon, puis j'ai dit non, tu vas reprendre l'année prochaine en même temps que tout le monde, au mois de mai, quand tout le monde va recommencer à s'entraîner. On parle évidemment des Jeux olympiques. On sait que c'est une période qui est particulière, qui est excitante pour les athlètes. Mais je veux que tu me parles, toi, de tes expériences. Tu as fait 3 Jeux olympiques. Est-ce que tu les as vécus de la même façon? Absolument pas. En fait, j'ai vécu les 2 premiers de la même façon. OK. Ce qui veut dire... Qui était du mieux que je pouvais. En 2002, je suis arrivé, puis j'ai fait... Là, si je peux manquer mon coup puis pas gagner de médaille, je peux te jurer qu'au moins, je vais profiter de mes Jeux olympiques cette fois-là. Alors, pour moi, je suis entré dans ces derniers Jeux olympiques-là, puis j'ai dit, je vais vraiment profiter de mes Jeux. La cérémonie d'ouverture, j'ai tellement trippé, j'étais là-dedans à fond, je pensais aucunement qu'il fallait que je m'entraîne le lendemain. C'était pas là. J'ai profité de mes Jeux olympiques, puis j'ai pris le temps d'être intelligent, de refocuser quand c'était le temps, puis que c'était le temps de soit s'entraîner ou de faire une compétition. J'ai pas fait que profiter de mes Jeux olympiques. C'est pas que ça qui a fait la différence. C'est également ce que j'ai réalisé au niveau mental. Qu'est-ce qui avait été la lacune qui fait que j'avais pas bien performé ces 2 Jeux olympiques-là, qui fait que j'ai été performant à ceux-là. Physiquement, potentiellement, j'avais bien plus de chances de gagner en 94 puis en 98. Mais en 2002, j'étais beaucoup plus intelligent puis j'étais beaucoup plus prêt mentalement. Donc, ton année sabbatique a été très bénéfique. Absolument. Mon année sabbatique a fait que j'ai gagné ce que j'ai gagné en 2002, qui a réussi à me faire passer au niveau supérieur parce que cette coupure-là m'a fait, donner un repos mental que j'avais besoin, mais comprendre qu'est-ce qui s'était passé aussi. J'ai pris le temps de le comprendre, ce que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas arrêté. Parce qu'entre 94 et 98, je l'ai pas pris le temps de comprendre, j'ai refait les mêmes erreurs en 98. On a beaucoup parlé de pression. Quelle était la pire pression pour toi? Est-ce que c'était celle que toi-même tu te mettais, celle du public, celle de l'équipe canadienne? C'était quoi la pire pression pour toi à gérer? Je vais essayer de le raconter sans pleurer. OK. La pire pression, c'était celle de décevoir ses parents. Puis ça a été au point où, en 2002, j'ai demandé à mes parents de ne pas venir aux Jeux olympiques. Ma mère était là en 94, mes 2 parents étaient là en 98. Puis en 2002, j'ai dit, avec le cheminement mental que j'avais fait, de comprendre les erreurs, justement, par rapport à la pression, etc., de 94-98, qu'est-ce qui avait fait en sorte que j'avais pas réussi ce que je voulais réussir? Je vais être un peu prétentieux, là, mais j'avais un contrôle quand même très avancé de mes émotions et de mon stress rendu en 2002. J'ai fait des compétitions juste avant de partir au jeu, là, où je regardais tout le monde stresser alentour de moi, puis je me disais, oh my God, si j'étais capable de leur dire comment être, puis comment être moi présentement, parce que moi, j'avais zéro stress. Pour de vrai, là, aux qualifications olympiques canadiennes, là, j'avais zéro stress. J'avais des papillons en dedans parce que j'avais envie, puis je voulais être bon, mais j'avais zéro stress. Mais le fait de savoir mes parents dans les estrades, que si ça allait mal, je pouvais décevoir, ça, je me suis jamais rendu à contrôler ce stress-là. Donc, dans l'optique de vouloir être le meilleur possible aux Jeux olympiques, je leur ai expliqué, vous êtes le seul stress que je suis pas capable de contrôler, puis j'ai envie de mettre toutes les chances de mon bord. Fait que si vous voulez, s'il vous plaît... Venez pas. Attends, prends un petit peu.
c'est pas facile pour un garçon de dire à ses parents, parce qu'évidemment, c'est plein d'amour, là, on le sait, là, puis c'est par respect aussi que tu le fais autant pour toi que pour eux. Tes parents ont accueilli ça comment? Parce que c'est sûr que ça doit être difficile pour eux autres de le vivre aussi. Là. Ça a été des parents idéaux pour un athlète. Sincèrement, quand tout allait bien, que j'avais pas besoin d'eux, ils s'effaçaient, ils essayaient pas de prendre de place, ils essayaient pas d'en faire d'extra pour me surmotiver. Ils étaient vraiment toujours à leur place. Effacés quand j'en avais pas besoin, quand j'avais besoin, ils étaient là. C'est pas facile comme parent de faire ça parce que quand il y a beaucoup de succès, tu as envie de le partager aussi, puis tu as envie de continuer à pousser parce que mon père, c'est un motivateur, honnêtement, né. Mais ils ont toujours été des parents parfaits. Ce qui fait que quand je leur ai demandé ça, ils l'ont accepté tout de suite, ils ont compris. Mais c'est évident qu'ils étaient déçus. J'ai su à travers les années que ça a quand même pas été facile de le gérer puis de faire paraître comme si c'était correct parce qu'ils ont trouvé ça difficile. Mais sur le coup, quand j'en ai parlé, ça semblait tellement correct puis serein pour eux autres que je pouvais pas nécessairement percevoir la difficulté derrière ça. Mais bon, évidemment, avec le temps, je l'ai compris puis je le sais. Mais ça fait encore partie du fait que ça a été des parents parfaits pour un athlète. Puis je l'ai toujours dit, puis je vais toujours le dire, ils étaient là quand il fallait tout le temps. As-tu déjà senti que tu avais déçu tes parents? Puis eux, est-ce que justement, ils trouvaient ça dur de dire, bien là, Marc, peu importe ce qui va t'arriver, je veux dire, on va être là, c'est un amour inconditionnel. Pourquoi, toi, tu as ce besoin-là d'arriver avec des médailles devant tes parents? Ils t'aimeront pas moins, là? Ça vient de où, je le sais pas. Clairement pas d'eux. C'était pas une pression qu'eux me mettaient. Jamais j'ai senti qu'il fallait que je performe pour eux, mais je pense que c'était juste un simple retour d'ascenseur. D'avoir des parents parfaits, j'avais envie d'être bon pour eux aussi. D'être un fils parfait. C'est ça, exactement. Je veux pas qu'on parle de l'événement en tant que tel. Tu as été arrêté pour alcool au volant. Ouais. Moi, je veux qu'on parle des conséquences parce que tu en as eu beaucoup. Parce que justement, Ouais. quand tu as pris ta retraite, tu as eu des beaux projets. Tu as eu ta cage au sport, ton centre d'entraînement. On t'a vu à la télé, on t'a entendu à la radio aussi. Les gens t'ont beaucoup respecté comme athlète pour tes performances, mais pour ta franchise puis ton côté sympathique aussi, je pense. Quand ça s'est arrivé, évidemment, il y a eu beaucoup de conséquences au niveau... Tu as commencé par perdre des commanditaires. Comment est-ce que tu as vu ça? Parce que toi, le vent a comme tourné du jour au lendemain. Comment toi, tu l'as vécu? J'ai embarqué dans la vague aussi, puis je me suis retiré de beaucoup de choses. Je faisais beaucoup de conférences, j'ai commencé à ne plus en faire. J'ai changé un peu mon style de vie, fait que je me suis dit, je vais m'effacer. J'ai pas envie nécessairement de le vivre encore plus que ce que je le vis déjà parce que c'est partout dans les médias, etc. Comme j'ai dit à la base, je suis une personne gênée puis j'aime pas décevoir les gens. Puis je sentais que j'avais déçu les gens. Donc, je me suis dit, je vais juste me retirer, je vais voir comment ça se passe. Mais c'est évident qu'il y a eu des conséquences incroyables à ça. C'est triste parce qu'en plus, on est jugé sans prendre en compte ces choses-là, alors que tu veux pas qu'on en parle, mais tu sais, les avocats plaidaient justement tous les désagréments puis toutes les... Bon, il y a un terme juridique pour ça, les préjudices que je vivais par rapport à ça. Puis finalement, ça a été complètement balayé de côté, puis les juges s'en sont complètement foutus. Ah, t'es une personnalité publique, vis avec. C'est pas des préjudices pour nous. Ça a été un bout tough quand même. L'inculpation du point 08 n'existait même plus quand j'ai finalement tiré la plug, hein, parce que c'est moi qui ai arrêté ça, parce que il fallait recommencer à zéro. De par la décision d'un juge, ça faisait 7 ans. Il fallait recommencer à zéro. J'ai dit non, c'est assez. J'ai eu des policiers qui sont venus sonner chez nous parce que il y avait eu un coup de téléphone disant que j'étais parti chaud d'un restaurant. Là. À 11 h le soir, quand ta famille dort puis que ça fait un an que tu n'as pas pris d'alcool, c'est quand même désagréable. Fait qu'il y a eu plusieurs choses comme ça. Fait que oui, ça a changé ma vie. Même si je n'étais pas un alcoolique qui en abusait, il y avait quand même des côtés négatifs. Je me suis dit, non, ça vaut pas la peine. Puis ça fait 8 ans et demi que j'ai pas pris d'alcool. Puis ça me fait apprendre à me dégêner d'une autre façon. Parce que, sincèrement, là, ce côté-là était souvent utilisé juste pour me dégêner devant une foule de 20 personnes dans une soirée. J'avais de la difficulté à parler avec les gens. Tu es allé aux Jeux olympiques, tu as gagné des médailles. Es-tu capable de te dégêner d'une autre façon? Là? C'est devenu comme taboué, en quelque sorte, là. C'était ma bouée, puis, tu sais, comme tout le monde, des fois, j'abusais aussi. Tu sais, quand on part sur le party, il n'y a pas juste moi qui fais le party, là. Tout le monde le fait, fait que c'est arrivé aussi. Mais à la base, c'était beaucoup utilisé pour me dégêner, puis j'ai trouvé d'autres trucs. J'ai même la fierté d'être probablement une des seules personnes qui expliquait ça à ses enfants. Parce que mes enfants sont pas niaiseux, ils l'ont vu à ma chaîne dans l'auto, puis papa, c'est quoi? Puis j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux autres, puis de leur dire, bien,
Dans la vie, il y a des choses qu'on a le droit de faire, puis des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Puis l'alcool que vous voyez maman boire parce que moi, j'en buvais plus, je dis, l'alcool, on n'a pas le droit de conduire après quand on a pris de l'alcool. Puis, ben papa, il a pris une chance, puis il s'est fait prendre, puis il a pas bien fait les choses, puis il s'est fait punir. Puis c'est une très bonne chose, puis tant mieux, puis j'espère que vous allez apprendre de l'erreur de papa, puis que vous allez comprendre ces choses-là. J'ai pris le temps d'expliquer à mes enfants, même s'il y avait 8 ans, là, j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux autres pour leur expliquer. J'ai utilisé ça pour former mes enfants. Marc, évidemment, dans les livres, on voit que tu vas remporter 5 médailles aux Jeux olympiques, plus de nombreuses autres médailles. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de Marc Gagnon, l'homme? Je sais que les gens, globalement, s'inspirent beaucoup de ce genre d'histoire-là, mais si la mienne peut avoir inspiré quelques autres personnes à être allées au bout de leur rêve, bien, tant mieux, je vais être bien content de ça. Dernière question, parce qu'évidemment, on pourrait jaser pendant des heures, mais je vais te laisser aller. Là, ta blonde va capoter. Quand tu penses à ton parcours puis à ta vie en général, qu'est-ce qui te rend fier? Il y a une autre chose que je trouve super importante pour les jeunes, puis j'aimerais ça la partager parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas confiance en eux dans la vie. J'ai fait partie de ces gens-là presque toute ma vie. Mais dans l'objectif d'avoir des rêves puis de travailler pour les accomplir, j'ai toujours trouvé, surtout depuis ma retraite, que les gens avaient une mauvaise définition de la confiance en soi. Oui, c'est le fun d'avoir confiance que tu peux réussir quelque chose, là, mais si vous n'avez pas confiance en vous, arrêtez-vous pas à cause de ça. Ayez confiance en ce que vous voulez accomplir. La confiance en soi, pour moi, part plus de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je veux atteindre ça. J'ai confiance que c'est ça que je veux obtenir. Puis une fois que tu sais ça, bien, les efforts que tu dois mettre pour te rendre là, ils vont venir avec. La confiance en soi, pour moi, est qu'est-ce que tu veux réussir dans la vie. Si tu as un objectif ultime qui n'a aucun rapport puis qui ne te rejoint pas tant que ça, puis que tu le fais pour quelqu'un d'autre ou pour... Tu ne te rendras pas là. Il faut que tu aies confiance en ce que tu veux réussir. La confiance en soi, tant mieux si tu l'as, ça va aider. Je le cache pas, là. Mais il ne faut pas s'arrêter parce qu'on est des gens qui ont plus de difficultés à avoir confiance en eux, parce que moi, j'en ai jamais eu. Je suis très fière que tu aies été mon invité. Merci pour ta générosité, ton ouverture. Tu as été super honnête avec nous, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents de te découvrir sous cet angle-là. Merci infiniment, Marc. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.